Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo, au rythme de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 20 décembre. À quelques semaines du scrutin, l'Union pour la nation congolaise réaffirme son soutien au chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. En visite dans la province du Kwango, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a appelé la population à voter en faveur du candidat numéro 20. À quand le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? L'ancien Premier ministre ivoirien a annoncé le 12 novembre mettre fin à son exil. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, assure de son côté que le pays est ouvert à son retour. Et puis le bilan du 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine. Temps fort de cet événement, l'EAC a pris acte du refus de la République démocratique du Congo relatif au renouvellement de la force régionale déployée dans l'Est. Mais tout d'abord, Freetown, capitale de la Sierra Leone, s'est réveillée au son des tirs d'armes le 26 novembre. D'après le gouvernement, des individus, je cite, non identifiés ont tenté de forcer l'armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Les autorités précisent que les assaillants ont été repoussés. Le ministère de l'Information stipule par ailleurs qu'un couvre-feu national est instauré. Il ajoute que les auteurs de cette attaque ont également pris pour cible plusieurs prisons, dont celle de Pademba Road. Conséquence, plusieurs détenus se sont échappés. Sur les réseaux sociaux, le président Julius Maada Bio s'est montré rassurant. Il a affirmé que le calme est rétabli. Cette attaque a aussitôt fait réagir la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a dénoncé une tentative de troubler la paix et l'ordre constitutionnel. La campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain, le vice-premier ministre Vital Kamerhe s'est rendu dans la province du Kwango, située dans le sud-ouest du pays. Un meeting durant lequel il a appelé la population à réélire le président sortant Félix Tshisekedi. Son parti, l'Union pour la nation congolaise, avait annoncé en août dernier soutenir sa candidature. Reportage de notre correspondant Neva Panzou. Le président de l'Union pour la nation congolaise a opté pour une campagne de proximité allant au contact direct de la population afin de mieux faire accepter le projet de société du candidat qu'il défend. Ici à Kenge, une localité située à 263 km à l'est de Kinshasa, dans la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a prêché un seul message, celui de voter le candidat numéro 20 le jour du scrutin. Ce jour-là, n'oubliez pas le numéro 20. Le président de la République m'a envoyé dire aux filles et aux fils de Kenge et à travers vous les habitants de la province du Kwango qu'ils vous aiment énormément. C'est pourquoi Papa Félix Tshisekedi Tshilombo a dit, et vous le savez mieux que tout le monde, qu'à son arrivée aux commandes du pays, il a trouvé d'innombrables dysfonctionnements. Donc il a fallu pour lui boucher les trous avant de bâtir une fondation. Loin de son Kivu natal, Vital Kamerhe, accompagné de son épouse, a sillonné plusieurs localités du Grand Bandundu à l'ouest de la République démocratique du Congo comme première étape de la campagne électorale de l'UNC. Après 5 ans de règne, Vital Kamerhe a promis à la population que les promesses seront réalisées. Le président Tshisekedi sait qu'il a des dettes ici. La première concerne l'électricité. Que ceux qui le reconnaissent, nous voulons voir leurs mains levées. Il a dit qu'il connaît vos difficultés. La deuxième préoccupation est celle de la disponibilité de l'eau. Ceux qui le reconnaissent, merci de lever vos mains. La troisième préoccupation du candidat numéro 20 envers les populations de Kenge concerne les pistes rurales afin de faciliter le transport des produits issus de l'agriculture. En 2011, à l'élection présidentielle où il fut candidat, Vital Kamerhe récolta 7,74% des suffrages. En 2018, il avait soutenu Félix Tshisekedi pour une campagne victorieuse. Une réussite que l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi veut de nouveau à l'élection du 20 décembre.
Dans l'actualité également, à peine publiée et déjà contestée, peu après la publication, ce samedi 25 novembre, des résultats de la présidentielle à Madagascar, un candidat de l'opposition a saisi la haute cour constitutionnelle. À s'y tenir, Andriana Soloniaiko a déclaré avoir déposé 2 requêtes pour demander l'annulation du scrutin. L'ancien judoka dit avoir constaté des anomalies préoccupantes. Il réclame également la disqualification du président Andry Rajoelina. Le chef de l'État sortant qui a été réélu dès le premier tour. D'après les résultats de la commission électorale, le dirigeant malgache est arrivé en tête avec 58,95% des voix. Des résultats qui doivent encore être confirmés par la haute cour constitutionnelle. Rappelons que le collectif de l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'il ne les reconnaîtrait pas. Guillaume Soro sera-t-il bientôt de retour en Côte d'Ivoire? L'ancien Premier ministre, en exil depuis 2019, peut rentrer quand il le souhaite. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Un retour qui questionne par ailleurs son avenir en politique, dans la mesure où l'ancien président de l'Assemblée nationale a notamment été condamné à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Eugène Schéma. En déplacement ici au centre-ouest du pays, dans la région du Haut-Sassandra, ce samedi 25 novembre, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a invité Guillaume Soro, en exil, à intégrer le processus de réconciliation. Les ténors de la politique ivoirienne, comme les anciens chefs d'État Laurent Gbagbo, Feu Henri Konan Bédié, s'étaient déjà inscrits dans ce processus en ayant des rencontres avec le président Alassane Ouattara, fermant la page sombre de la crise post-électorale de 2010-2011. Le président Gbagbo, qui a été adversaire du président Ouattara, est allé le saluer, l'appeler Monsieur le Président, n'a pas remis en cause son élection. Toi, tu es là-bas, tu n'as pas été candidat, c'est toi qui parles de mandat inconstitutionnel. Chez nous, on dit, quand un enfant veut qu'on le soulève, il lève les bras pour aider à le porter. Si tu veux rentrer, lève tes bras. Et puis on va t'aider à rentrer. Si vous avez le mal du pays et l'attitude qu'il faut, et puis on va vous inviter à rentrer. La déclaration du ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, fait suite aux déclarations publiques de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. En exil depuis 2019, Guillaume Soro a eu 2 audiences avec les présidents de la transition. Le lundi 13 novembre 2023 à Niamey avec le général Abdourahmane Tiani et le 22 novembre au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Au terme de ces rencontres, l'ancien Premier ministre a affirmé sa détermination à mettre fin à son exil en Europe et retrouver ses droits de citoyen dans son pays, malgré des peines judiciaires prononcées à son encontre sur 2 dossiers. On ne lance pas des discours de menace. On ne se promène pas dans des pays où la communauté internationale a condamné tous les régimes qui sont. Quel message on veut envoyer? Les Ivoiriens veulent la paix. Le chef de Saïwan nous l'a dit. En des mots très clairs. Ils ne sont plus prêts à se lancer dans des aventures. Le chef de l'État a la responsabilité de protéger chaque citoyen de ce pays. Il a la responsabilité de protéger nos frontières territoriales. Et cela est assuré de fort belle manière, puisque c'est lui-même qui est le président du Conseil national de sécurité. La politique de réconciliation initiée par le président Alassane Ouattara après la crise post-électorale de 2010-2011 a favorisé le retour d'acteurs politiques de premier plan comme l'ex-président Laurent Gbagbo en juin 2021 et Charles Blé Goudé en novembre 2022. Tous sont revenus en Côte d'Ivoire tout en étant sous le coup d'une peine de prison de 20 ans en Côte d'Ivoire qui n'a pas été exécutée. Guillaume Soro, ancien chef rebelle, ancien président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, a été condamné à la perpétuité en juin 2021 en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État. Après un exil entamé en 2019, Guillaume Soro et les autorités ivoiriennes doivent désormais s'accorder sur une démarche de réconciliation qui viendra sceller définitivement l'œuvre de réconciliation et de pardon initiée et réussie par la Côte d'Ivoire depuis 2012. La réussite d'un tel scénario politique sera un acte fort du président Ouattara et de la classe politique ivoirienne avant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.
Retour à présent sur le 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu ce 24 novembre en Tanzanie. À Arusha, les participants ont entre autres planché sur la crise sécuritaire qui persiste dans l'Est de la République démocratique du Congo, une zone où une force régionale de l'EAC a été déployée pour lutter contre les groupes armés. Mais face aux critiques des autorités congolaises, son mandat n'a finalement pas été renouvelé. Philomène Tine. Alors que les combats ont repris au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, entre les rebelles du M23, l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense, l'une des questions majeures sur lesquelles le 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, devait se prononcer était bien le renouvellement ou non du mandat de la force de l'EAC dans la zone. En marge de ce sommet tenu le 24 novembre 2023 à Arusha, en Tanzanie, le mandat des troupes de l'EAC du pays devant expirer le 8 décembre 2023 ne sera pas renouvelé. Toutefois, un plan de désengagement devrait être d'abord validé par les chefs d'état-major de l'EAC. Je suis heureux d'annoncer que des consultations nationales pour la constitution de la Confédération pratique de l'EAC ont jusqu'à présent eu lieu au Burundi, en Ouganda et au Kenya. J'ai demandé à l'autre État de s'entretenir avec le secrétariat pour finaliser la consultation sur l'expansion de la communauté. Je suis heureux que l'intégration de la République fédérale de Somalie soit devenue effective aujourd'hui. Je félicite le président de la Somalie, le gouvernement et le peuple de Somalie. Outre la situation en RDC, le 23e sommet de l'EAC a également validé l'adhésion de la Somalie à l'organisation. Ce pays devient le 8e État membre aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de la RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été une source de discorde particulièrement pour les 5 États de l'EAC. C'est sur cette base que nous avons pris la décision consciente l'année dernière de soutenir conjointement le gouvernement de la RDC pour la restauration de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC. Je profite de cette occasion pour saluer vos efforts dans la mobilisation de ressources pour soutenir la stabilisation de l'est de la RDC. La communauté d'Afrique de l'Est est actuellement présidée par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, pour un mandat d'une année. Il prend la tête de l'organisation et succède au président burundais Evariste Ndayishimiye. L'actualité, c'est aussi l'armée malienne qui renforce son dispositif face à d'éventuelles incursions à Kidal, ville de la région du même nom, à l'est, et qui est repassée sous le contrôle des FAMA. Un succès militaire annoncé le 14 novembre dernier. Depuis plusieurs années, cette ville était contrôlée par la coordination des mouvements de l'Azawad. Le cadre stratégique permanent, alliance de groupes rebelles armés, avait d'ailleurs reconnu cette perte en affirmant s'être retiré de la ville pour des raisons stratégiques. Depuis, l'armée malienne multiplie les contrôles à l'intérieur et aux alentours de la ville, sous l'impulsion de son nouveau gouverneur, le général El Hadj Ag Gamou, qui promet un retour rapide à la normale. Écoutons à ce propos le gouverneur de la région de Kidal. Les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale, comme toutes les régions de la République du Mali. Le Sénégal poursuit le développement de son réseau routier. Le Premier ministre Amadou Ba a lancé ce 25 novembre 2 projets d'envergure. Il s'agit des travaux d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes ainsi que le programme d'amélioration des accès routiers à Dakar. Coût estimé de ces chantiers, près de 110 milliards de francs CFA. Les détails avec cher Omar Camara.
Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba a donné le coup d'envoi samedi 25 novembre à Dakar des travaux d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes et du programme d'amélioration des accès routiers à Dakar, représentant un coût global estimé de près de 110 milliards de francs CFA. Lors de son discours du lancement des travaux, le chef du gouvernement a souligné l'importance de ces projets pour le développement du Sénégal, la construction de nouvelles routes, l'amélioration des routes existantes et la mise en place de systèmes de gestion pour des transports plus efficaces dans la capitale sénégalaise. L'aménagement de la route des Niayes consiste à l'élargissement et à l'aménagement de la route des Niayes, rond-point Liberté 6, à la station de Shell de Kermassar, en deux voies sur un linéaire de 23 km, y compris la construction de 47 km de voiries urbaines en pavé, la construction d'ouvrages d'art, la mise en place de caniveaux pour l'assainissement routier, l'éclairage public et l'aménagement paysager. En plus de la route des Niayes, le gouvernement sénégalais a également lancé un programme d'amélioration des accès routiers à Dakar. Cette initiative vise à moderniser et à élargir les principales artères de la capitale afin de répondre à la croissance démographique et au développement économique de la région. Concernant le programme d'amélioration de la fluidité des axes routiers à Dakar, les travaux concernent la construction d'ouvrages pour améliorer la sortie de l'autoroute vers la Padoue, l'élargissement de la route Padoue-Cissesse en 2 fois 3 voies, y compris l'aménagement paysager et la mise à niveau de la route jusqu'à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'objectif de ce programme, selon le Premier ministre, est de trouver une solution durable pour décongestionner le trafic à Dakar, améliorer la mobilité urbaine au niveau des villes de Dakar et Diamniadio, faciliter la liaison entre les deux villes et leur raccordement à l'aéroport international de Diass. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.